BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Estelle Brachaloff, c'est la directrice générale de Veolia. Bonsoir Estelle Brachaloff, merci d'être avec nous. Bonsoir Edwige Chevrillon. Vous avez publié vos résultats, c'était jeudi soir, mais évidemment vous avez dû filer à Londres. Donc merci d'être là avec nous aujourd'hui. Beaucoup de questions à vous poser. D'abord, c'est vos résultats, forcément, c'est l'exercice. En plus, ce sont des résultats historiques, donc ça vaut le coup de les souligner. Mais je voudrais peut-être commencer parce qu'on a, depuis jeudi soir, il s'est passé quand même beaucoup de choses. On a vécu 3 jours complètement fous. Et on voit bien que cette instabilité politique, ça a forcément un impact sur le climat et les affaires. Est-ce que ça aura un impact sur vous, sur Veolia? D'abord, presque, j'ai envie de dire, sur vous, Estelle Brachaloff. Vous, en tant que dirigeante, est-ce que vous dites « Waouh, dans quel monde je vais me trouver confrontée ?» Alors, en tant que dirigeante, je vais commencer par ça. Ça impose de l'agilité. Sur l'entreprise, moi je passe beaucoup de temps à me dire voilà, il faut réajuster ce qu'on a prévu, non pas la direction, non pas vers quoi on va, mais comment on va y arriver. Mais il faut être agile sur ses appuis, ça c'est sûr, et de plus en plus. Depuis vendredi soir, est-ce que vous avez revu un peu vos appuis? Est-ce que ce matin vous avez dit à vos troupes bon voilà, attendez, là on est quand même dans une période, comme l'a dit il n'y a pas très longtemps François Bayrou à l'Assemblée nationale au Perchoir, on est dans une période inédite depuis 1945. Alors on a déjà eu beaucoup de prémices en 2024 et avant, et à chaque fois on a su s'adapter vite et bien chez Veolia, donc on le fera de nouveau, en tout cas pour l'entreprise que je dirige. Et vous avez évoqué nos résultats historiques sur 2024, ils l'ont été malgré un certain nombre de vents contraires. Ouais. Et finalement, nous avons fait en 2024 beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues au début de l'année, mais on s'est adapté, on a mis des plans d'action spécifiques quand les résultats n'étaient pas tout à fait là où on les voulait, et ça nous a permis néanmoins de tirer notre épingle du jeu, et encore mieux que ça. Oui, parce que je parle autant, par exemple, sur les droits de douane, on y reviendra, vous n'êtes pas très exposé, enfin le groupe Veolia, autant sur l'instabilité politique, ça peut avoir un impact direct, parce que qui dit instabilité politique veut dire changement de gouvernement, changement de ministre, changement de maire, changement de député, et donc vous, ça vous descendez très bien, parce que très bas, parce que vous avez aussi, vous avez une activité qui est très locale. Alors, vous avez raison. Alors, quand on regarde ce qui s'est déjà passé en 2024, instabilité politique, il y avait quand même la moitié de la population mondiale qui allait aux urnes l'année dernière. Absolument. Et je vous rappelle qu'on est 80% de l'entreprise en dehors de France aujourd'hui chez Veolia. Donc, les élections dans beaucoup de pays nous importaient. La macroéconomie était quand même pas tout à fait brillante, ou en tout cas pas au niveau où on l'espérait, notamment en Europe, notamment la macroéconomie des industries. Les prix des commodités, de l'énergie, des matières premières n'étaient pas au plus haut. Et malgré tous ces vents contraires, on a produit des résultats historiques avec un plus 15% par exemple de résultats nets. Voilà. Et donc la géopolitique, ça fait partie aussi des options stratégiques que nous avons prises dans le plan que j'ai lancé l'année dernière, de se dire nous avons diversifié notre risque chez Veolia avec une présence dans un certain nombre de pays et pas uniquement dans un seul ou dans un groupe de pays. Oui, vous êtes sur 5 continents, 220 000 salariés, un chiffre d'affaires de 44 milliards, un peu plus, 44,7 presque 45 milliards, presque 48, presque 45, pardon. Et vous avez l'ambition de devenir, je vous cite, l'entreprise de référence de la transition écologique. En même temps, c'est un peu compliqué lorsqu'on voit que la transition écologique, elle semble un peu passer à l'as aujourd'hui, notamment lorsqu'on écoute les dirigeants américains, et même un peu en France. Est-ce qu'il y a en Europe, avec ce Green Deal qui a été un peu amendé par la Commission européenne mercredi dernier, parce que pour vous, vous avez ce sentiment qu'il y a un vent un peu contraire qui souffle sur votre transition écologique, enfin sur la nôtre. Alors la transformation écologique, c'est à la fois la décarbonation, mais c'est aussi d'enlever des polluants qui peuvent avoir un impact sur la santé. C'est aussi traiter le sujet de la rareté de la ressource en eau ou de la rareté des matières premières qui sont absolument indispensables pour les industries, pour l'agriculture ou pour notre vie quotidienne. Pourquoi je commence par rappeler ça? Parce que finalement, oui, les discours politiques en France, en Europe ou même aux États-Unis ne sont pas très porteurs pour tout
tout ce qui est accord de Paris et décarbonation. Tout ce qui est subvention sur le sujet a effectivement plutôt des difficultés à être poursuivies. Mais chez Veolia, on ne dépend pas de subventions. Et puis, on travaille sur bien au-delà du seul sujet du CO2, qui est un sujet important. Mais quand je vous parle de santé ou quand je vous parle de rareté de la ressource en eau, eh bien, aux États-Unis, qu'on ait voté Harris ou qu'on ait voté Trump au mois de novembre dernier, et ça, on le mesure, les Américains, en gros, 2/3 d'entre eux sont ce qui leur importe, c'est quand ils ouvrent leur robinet, il n'y ait pas de polluants pour que ça n'ait pas un impact sur leur santé et celle de leurs enfants. Ouais. Et donc finalement, la demande de nos services de Veolia, elle ne vient pas du politique, et notamment du politique au niveau national, elle vient des populations. Oui, absolument. J'ai juste un point avant de rentrer dans le vif du sujet de Veolia. Est-ce que vous sentez quand même que le climat des affaires est un peu hésitant face à cette instabilité politique? J'ai envie de dire, même aux États-Unis, là, c'était encore une fois Pierre-André de Chalendar, maintenant qui est le patron de l'Institut de l'entreprise, qui disait que ça repartait un peu en Europe parce que commençait à avoir un peu des doutes sur ce qui se passe, ce théâtre absolument incroyable qui se passe aux États-Unis. Et là, on a vu l'indice de confiance, l'indice manufacturier aux États-Unis, qui est en très forte baisse. Est-ce que vous ressentez ça? Comment est-ce que vous voyez les choses? Et puis avec un petit focus sur la France, parce qu'après tout, vous êtes au contact des entreprises. Alors, c'est très vrai. Ce que l'on ressent, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, donc une économie qui aurait tout bon, par exemple l'économie américaine et l'économie européenne ou française qui aurait tout raté. Bien au contraire, on voit bien qu'il y a besoin de l'ensemble de ces économies et que finalement les acteurs, y compris du monde financier, le réalisent peut-être plus qu'il y a encore quelques mois. Et même aux États-Unis, on voit bien qu'il y a une atmosphère très différente chez nos clients, parce que je rappelle que Veolia, c'est moitié des clients municipaux, des villes, mais l'autre moitié, c'est des clients industriels. Donc en fait, on a des indicateurs au temps réel de ce qui se passe dans les économies. On est très présent aux États-Unis, on fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Et vous avez donc aux États-Unis, parce que vous voulez doubler votre présence là-bas, je crois. Et donc j'ai effectivement l'ambition de doubler cette présence. Et on est d'ici la fin de la décennie, et on est tout à fait en chemin pour le faire. Et donc aux États-Unis, pour parler de ce climat des affaires, on a vraiment une économie, je trouve, à deux vitesses. L'économie de la tech, des data centers, de la pharmacie, de la microélectronique est très, très, très florissante avec des croissances à deux chiffres. Mais l'économie plus traditionnelle, ou alors celle qui est liée à la consommation, elle n'est pas en bien meilleure forme qu'un certain nombre de pays européens. Oui. D'accord, c'est un point important. Alors, rentrons dans Veolia, de ce que vous avez publié là, parce que c'est des résultats, c'est vrai, alors historiques, en tous les cas 2024 a vraiment été une très très bonne année pour Veolia, historique notamment sur le résultat net, parce qu'il est en hausse, lui, pour le coup, de 17%. Ce qui est quand même beaucoup. Comment est-ce qu'il a été constitué? Et peut-être rapidement pour ceux qui... Parce que Veolia, c'est un tel monstre que souvent, on ne sait plus exactement... C'est une très belle entreprise, plutôt que ça n'est un monstre. Forcément une très belle entreprise. Nous rappeler, Veolia, les trois grands métiers... Alors, oui, les résultats sont historiques, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait autant de l'histoire de Veolia, que ce soit en chiffre d'affaires, et puis on peut descendre l'EBITDA, l'EBIT et donc le résultat net. Donc, sur toutes les composantes sont historiques, et même le retour sur capitaux employés, si vous voulez que je vous détaille tous les indicateurs financiers. Donc oui, et malgré un certain nombre de vents contraires en 2024. Oui. Alors on me pose souvent la question, comment vous arrivez à faire ça et à naviguer dans ces temps pour autant troublés et à produire ces résultats historiques? Et pour moi, c'est un peu la formule gagnante de Veolia avec 4 éléments. Le premier, je l'ai déjà évoqué, c'est que nous sommes très internationaux. 80% en dehors de France, 40% en dehors d'Europe. Donc en fait, on a la capacité de jouer sur un certain nombre d'endroits différents dans le monde. Le deuxième, c'est qu'en fait, on n'est pas un spécialiste de l'eau ou un spécialiste du déchet ou un spécialiste de l'énergie, on l'est, mais en plus,
nous avons la capacité à assembler ces différents métiers pour offrir des offres totalement uniques pour nos clients, de décarbonation ou de dépollution. Et donc, par exemple, enlever des polluants comme les PFAS, il n'y a que Veolia qui sait offrir une solution du début à la fin. Parce que je vous ai entendu prononcer souvent ce mot-là. C'est quoi les PFAS? Alors, les PFAS, c'est les perfluorés. C'est ce qu'on appelle souvent des polluants éternels que l'on retrouve potentiellement dans l'eau, mais aussi dans des terres qui ont été polluées historiquement autour de sites industriels ou derrière des aéroports. La bonne nouvelle, c'est qu'on a appris à les traiter grâce à l'innovation, grâce aux technologies du groupe et grâce à notre présence internationale. Parce qu'en fait, la première fois que l'on a entendu parler des PFAS et qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on va pouvoir les traiter, c'était en Australie et aux États-Unis. Oui. Et on a mis quelques années à France, trouver... dans mon eau là que j'ai pris, est-ce que j'ai des PFAS? Très bonne question. Donc, on n'a pas attendu que la législation nous l'impose. On a anticipé. Et donc, dès la fin 2023, on a fait une campagne de mesures sur tous les contrats d'eau que Veolia gère en France et que pour 99% d'entre eux, on n'a pas trouvé de traces de PFAS suivant la norme future qui n'est pas encore tout à fait en vigueur. Ouais. Quels sont les pays qui sont pour vous les plus porteurs? On a dit un mot des États-Unis, on pourrait en dire beaucoup évidemment, mais enfin, il y a d'autres pays ici. L'Australie, vous venez de signer un très gros contrat. L'Australie, c'est... Pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est le nouvel Eldorado pour beaucoup d'industriels, non? Je me trompe? Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a un nouvel Eldorado, puis dans 6 mois ou dans un an, avec la géopolitique qu'on vient d'en parler, oui. Il faut être agile. Donc, sachons jouer sur différents endroits pour arriver à faire croître notre activité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les 3 endroits dans le groupe qui croissent le plus vite, c'est les États-Unis, c'est l'Australie et c'est le Moyen-Orient. Oui. Sous toutes ses composantes, là, c'est des endroits où on a des croissances de 5 à 10% par an de façon organique et pour plusieurs années, voire même au-delà. Oui, parce que j'imagine qu'au Moyen-Orient, il y a un problème de rareté d'eau. C'est sur l'eau surtout que vous êtes très présent. Je l'ai dit, l'eau, les déchets, l'énergie, on est vraiment très bon sur les 3. Donc le grand contrat en Australie qu'on vient de signer, 850 millions de dollars australiens, à Canberra, c'est un contrat de recyclage pour la ville de Canberra, où en fait ce qu'on a appris en Europe, on l'a exporté finalement en Australie, qui a été plutôt en retard sur le sujet du recyclage. Et donc on a les technologies dernier cri, l'innovation dernier cri. Au Moyen-Orient, vous avez raison, on fait beaucoup de choses dans l'eau, que ce soit sur le dessalement ou le contrat que je viens de signer avec ADNOC, qui est un très grand pétrolier des Émirats. Et là, c'est une façon de gérer l'ensemble de l'eau industrielle sur l'ensemble des sites pétroliers, de l'exploration-production jusqu'aux raffineries, de ce très très gros acteur industriel. Alors, on parlera parce que en fait, votre croissance, elle a été boostée par vos boosters. Alors, vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est que vos boosters. C'est toute l'innovation, la technologie. Mais quelle est la partie de Veolia qui a été la plus performante en 2024? Est-ce que c'est plutôt les déchets, c'est plutôt l'eau? Où sont les demandes les plus fortes? Alors, Veolia, c'est une combinaison d'activités historiques, oui. Le socle, et d'activités qui ont une très forte croissance, mais qui sont assises sur les premières d'ailleurs. On ne saurait pas faire cette croissance sur nos activités historiques. Ce qui a le plus fort poussé en 2024, c'est vraiment les affaires de technologie d'eau, que ce soit le dessalement ou alors l'eau ultra pure pour la microélectronique, ou alors voilà, c'est l'eau industrielle notamment, et même la réutilisation des eaux usées. Donc, sous toutes ces composantes, c'est vraiment l'eau et notamment nos activités de technologie d'eau. On est leader mondial sur le sujet. Oui, ça fait partie des boosters. Hein, donc tout à fait. Oui, ça, on va en dire un mot. Juste à propos, puisque vous utilisez le mot de réutilisation d'eau usée, quand même, je vous ai entendu citer ce chiffre. En France, il n'y a que 1% des eaux usées qui sont réutilisées. C'est complètement dingue. Oui, qui sont recyclées après être traitées. C'est incroyable. C'est moins de 1%, c'est 15% en Espagne. Dans quelques endroits du Moyen-Orient, ça peut être 85-90%. Pourquoi on est si en retard en France? Alors, on est en retard parce que tout simplement, pendant des années, on a pensé qu'on manquerait jamais d'eau en France. Oui. Donc, on n'avait pas eu besoin de développer ces solutions. Absence Quand on se met de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, où on est aussi numéro 1, où ils ont eu plus chaud, plus soif, plus tôt, ça a été une solution qui a été développée avant. La bonne nouvelle, c'est que comme on est présent des deux côtés des Pyrénées, on prend maintenant ces solutions qu'on a développées, tous ces savoir-faire, puisqu'on sait que ça fonctionne, et on est en train de les importer, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, juste de l'autre côté des Pyrénées, qui manquent d'eau. Et dans votre contrat avec l'Île-de-France, non, vous venez de re-signer un contrat, là, je crois qu'il vient de rentrer
en action début janvier. Tout à fait. Est-ce que ça fait partie justement de votre cahier des charges de réutiliser ces eaux usées? Alors notre nouveau contrat sur les eaux en Île-de-France porte sur l'eau potable, donc pas les eaux usées. Oui, mais nous serions capables de le faire pour l'Île-de-France également. Mais sur ce contrat, ce qui est très innovant, c'est qu'on va traiter tous les polluants dans l'eau. Des PFAS dont j'ai parlé il y a un instant, mais aussi les perturbateurs endocriniens, les résidus de pesticides. Dans 5 ans, quand les nouvelles usines seront mises en service, tout ceci sera retiré de l'eau du robinet. Donc quand vous ouvrirez votre robinet, vous aurez finalement de l'eau de source au robinet pour 100 fois moins cher. Oui. Pour 100 fois moins cher, ça je vous crois pas, Estelle Brachel-Hoff. À mon avis, il y a beaucoup d'auditeurs et de spectateurs qui disent non, ça, le coût de l'eau, on ne peut pas dire que c'est 100 fois moins cher. 100 fois moins cher que de l'eau en bouteille. 100 fois moins cher que de l'eau en bouteille, ça c'est factuel. Vous pouvez aller dans votre supermarché vérifier. Puisqu'on est dans les plus, et on parle d'inflation, là on va en 2024, l'eau en France a été plus combien? L'eau en France, alors, les prix de l'eau sont définis par les collectivités locales. Ce n'est pas Veolia ou ses compétiteurs qui définissent le prix de l'eau en fonction d'un certain nombre d'indicateurs. Donc ça, je peux pas vous donner une moyenne globale, mais ça évolue à peu près comme l'inflation. La moyenne des tarifs de l'eau en France, encore une fois, ça dépend des villes une par une qui peuvent décider de faire des tarifications sociales, par exemple, ou des choses comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que les tarifs de l'eau, aujourd'hui, l'eau du robinet, l'eau à la maison, la facture d'eau, c'est moins de 1% du budget des ménages. Et donc, si on met bout à bout toutes les solutions que s'est développé Veolia pour réutiliser les eaux usées ou pour éviter les fuites dans les réseaux, on peut se débrouiller pour que ça reste à moins de 1% du budget des ménages. Est-ce qu'on va manquer d'eau un jour en France? Je peux vous dire que si vous allez dans les Pyrénées-Orientales que j'ai citées tout à l'heure, on manque déjà d'eau. Il suffit d'aller voir le débit de la Garonne ou dans les Pyrénées-Orientales. On est déjà obligé de faire très attention. Et donc, on est en train de mettre des solutions en avant pour ça. Quel type de solution? Quel type de solution? Déjà, de commencer à éviter le gâchis dans l'utilisation de l'eau, que ce soit à la maison, auprès des industriels, auprès des agriculteurs. Ensuite, dans les infrastructures, dans la distribution, pour éviter les fuites dans les réseaux de distribution. Il y a 20% de fuite, c'est ça? En France, il y a 20% de fuite en moyenne, mais ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins en fonction des endroits. Et puis ensuite, on passe à la réutilisation des eaux usées, donc on va dire le recyclage des eaux après traitement. Et puis, quand on est au Moyen-Orient, quand on a fait tout ce que je viens de vous dire, eh bien, c'est le dessalement d'eau de mer qui est la dernière solution. Est-ce qu'on est vraiment les mauvais élèves en France ou pas? On n'est pas dans les mauvais élèves, on est dans une très bonne moyenne européenne. Après, je crois que ça dépend en fonction des endroits. Si on manque d'eau ou si on n'en manque pas, on a plus ou moins intérêt à travailler sur ce taux de fuite. Mais on parlait des États-Unis tout à l'heure, on est en train de parler de 50% de fuite aux États-Unis en moyenne dans les réseaux. Donc, nous n'avons pas à rougir du tout, même de cette moyenne en France. Et le dessalement, c'était ça, c'est le mot anglais. Le dessalement, est-ce que c'est vraiment une technologie d'avenir? Alors le dessalement, ce sentiment-là, vous rentrez des Émirats, donc on se dit oui forcément, mais je sais que ça existe aussi ailleurs. Alors le dessalement, ça n'existe pas qu'aux Émirats, dans le Golfe bien évidemment. En Espagne, c'est très courant. Quand vous allez à Barcelone en été, quand vous ouvrez votre robinet, vous avez un tiers de l'eau qui vient de sources classiques, par exemple des rivières, un tiers de l'eau qui vient de la réutilisation des eaux usées, dont je viens de parler, et un tiers qui vient du dessalement. Et ça depuis au moins une décennie. On vend même des usines de dessalement en Angleterre, en Grande-Bretagne, vous avez dit ça. Voilà, ce qui étonne souvent, parce que, mais on peut avoir de la rareté de l'eau à différents endroits. Aux États-Unis, on a la moitié du pays qui manque d'eau, et pour refroidir un data center, vous avez besoin d'eau également. Donc en fait, c'est un sujet qui est beaucoup plus large au niveau géographique que l'on pense. Et puis la dépendance, justement, ça fera le lien avec l'intelligence artificielle, la dépendance à l'eau des data centers, notamment fin fond du Texas ou un peu partout, elle est absolument gigantesque. Donc il va avoir un besoin d'eau colossal. Tout à fait. Donc, pour vous, c'est ça votre marché? Les boosters de croissance du groupe boostent la croissance du groupe. Oui. Alors j'en suis d'autant plus contente que vous savez que moi j'ai lancé le plan stratégique de Veolia il y a un an. Green Up. L'année 2024, ça a marqué la première année du plan stratégique.
stratégique avec des choix sur les boosters de croissance. On a parlé des technologies d'eau, mais il y a aussi le déchet dangereux ou les bioénergies. Et la très bonne nouvelle, c'est que 1 an seulement après le lancement de ce plan stratégique, les boosters de croissance ont boosté la croissance du groupe. Ils ont été très supérieurs à la croissance moyenne du reste des activités. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, ces boosters de croissance, en fait, c'est des nouvelles technologies. C'est ça que vous appelez des boosters de croissance? C'est des savoir-faire, c'est des technologies pour lesquelles on a une demande encore plus importante que sur le reste et pour lesquelles on est positionné avec des offres assez uniques. Ça peut être par de la technologie, mais ça peut être aussi par du savoir-faire accumulé avec le temps et avec des ingénieurs et des techniciens. Mais c'est la recherche et le développement, c'est des nouvelles technologies. C'est tout ça aussi, oui. Et l'intelligence artificielle, parce que vous avez signé un accord avec Mistral AI. Pour faire quoi? Au-delà du fait que ça fait très bien de signer avec Mistral, qu'est-ce que vous allez faire et comment l'intelligence artificielle, ça va booster Veolia et vos usines? Alors, ça va booster la performance de nos usines. C'est une première mondiale, donc j'en suis très fière. Donc, Veolia apporte tout son savoir-faire et ses données accumulées depuis des dizaines d'années sur des milliers d'usines. Mistral AI, donc son langage en naturel, donc ce qu'on appelle les Slow Language Models. Et donc, en combinant nos forces avec un acteur par ailleurs français, donc on est en train de parler de souveraineté également, c'est un sujet important. Oui, mais une question on va être capable d'augmenter les performances de nos usines, c'est-à-dire à la fin, produire plus d'énergie verte, consommer moins d'eau pour le même résultat. Et donc, comment ça va marcher concrètement? Ça va permettre de servir d'outil de copilotage à tous nos agents de maintenance. Enfin, en tout cas, je vise à en avoir au moins 30% formés avec leur téléphone portable. Et donc, on est en train de démocratiser des outils qui jusqu'ici étaient réservés plutôt à des data scientists et des gens qui étaient très très spécialisés. Là, on est en train avec des outils comme ça, comme celui de Mistral AI, d'être capable de se dire, tous mes agents de maintenance à terme dans le monde, ils auront des outils. C'est pour quand ça? C'est pour quand? On a déjà 7 usines pour lesquelles c'est déployé. D'ici la fin de l'année, plusieurs dizaines et ce sera plusieurs centaines dans les 2-3 ans. Est-ce que ça supprime des emplois? Ça ne supprime pas des emplois, ça permet de gagner du temps et d'améliorer les performances des usines. Oui. Est-ce que l'innovation, vous dépensez combien en R&D chez vous, chez Veolia? Alors, on a plein de façons d'innover chez Veolia. On a ce qu'on vient de décrire avec Mistral AI. Je ne mets pas ça dans la catégorie R&D. La réalité, c'est que ça fait déjà 2 ans qu'on a développé des solutions d'intelligence artificielle générative chez Veolia sur plein de points de vue. Ça peut être de la R&D plus classique. On est le premier dépositaire de brevets en Europe sur l'eau. Et donc ça, c'est de la R&D plus classique. Et puis ça peut être des pilotes industriels. Et donc tout ceci, ça nous rend les leaders de notre industrie. Vous avez signé des contrats avec EDF, parce que évidemment Veolia c'est très énergivore, hein, donc est-ce que vous avez signé des contrats à long terme avec EDF? J'ai posé la même question à François Jacov, le patron d'Air Liquide, vendredi dernier. Donc est-ce que vous avez signé? Il a dit non, parce que pour l'instant, ce que nous demande EDF c'est beaucoup trop cher. Est-ce que vous faites la même réponse? Alors, je ne vous fais pas la même réponse, parce que contrairement à Air Liquide, chez Veolia, on produit plus d'énergie qu'on en consomme. Oui. Et en l'occurrence, nous n'avons pas besoin de signer des contrats à long terme avec EDF ou avec d'autres, puisque à ce stade, notre objectif, c'est de produire encore plus d'énergie verte au travers des eaux usées, au travers des déchets pas recyclables. Dernière question, avant d'aborder la question de l'actionnariat salarié, parce que quand même, c'est devenu le premier actionnaire du groupe, donc c'est important à souligner, sur les synergies avec Suez, parce qu'on se souvient de cette fameuse bataille. Est-ce qu'on peut dire que tout est à peu près apaisé de votre côté? Et les synergies avec Suez, elles sont de 590 millions de mémoire, c'est ça? 530. 530, pardon, je vais plus vite que la musique. Qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, cette fusion? Alors, vous avez dit, ça a été une très grande bataille. Je suis très fière de voir que maintenant, depuis déjà 3 ans que nous avons rapproché les équipes, ça a tout de suite été un très grand succès. Au niveau financier, les synergies ont été très en avance et ça m'a permis de relever l'objectif la semaine dernière. Mais aussi sur un plan humain et même sur un plan commercial. Le groupe Veolia, aujourd'hui, il croît de 4 ou 5% par an. Avant, on était plutôt sur un rythme de 3% les bonnes années. Et une des raisons pour lesquelles on a boosté la croissance du groupe, c'est les choix stratégiques qui ont été faits
mais c'est aussi le fait qu'on a mis des savoir-faire et des, par exemple, les choix stratégiques de Suez qui étaient très présents à l'international. En l'occurrence, Veolia était très présent à l'international aussi. Donc, les choix stratégiques, je dirais, c'était plutôt sur les boosters de croissance. Les technologies d'eau, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, c'est à la fois le résultat de ce qu'il y avait, du savoir-faire accumulé par les équipes de Veolia et des équipes que nous avons accueillies il y a 3 ans. 2025, vous revenez nous voir, ça sera encore des résultats historiques aussi? Vous restez sur le même plan? Nous ferons tout pour. Ce que je peux dire avec relative certitude, c'est que le monde sera sans doute assez troublé et incertain, mais que comme d'habitude, nous allons faire preuve d'agilité pour continuer à livrer des beaux résultats. Rachat d'actions, pourquoi? Et puis hausse du dividende, pourquoi? À 1,40. Et puis donc effectivement, les salariés qui deviennent le premier actionnaire du groupe à 9%, c'est une forme de retraite par capitalisation finalement. Alors, les salariés du groupe sont le premier actionnaire du groupe, autour de 9%, vous avez raison. Puis après, nous avons des investisseurs institutionnels à 5 ou 6%, français et internationaux. Ça a été une vraie volonté de doper l'actionnariat salarié depuis quelques années. On était plutôt à 2-3% et donc on est à 9% aujourd'hui. C'est un vrai souhait, notamment d'aligner les intérêts de l'entreprise sur ceux des salariés. Et les plans d'actionnariat salarié ont à chaque fois été un très grand succès. C'est des plans très démocratiques. Ils ont dilué le capital. Et ils ont dilué le capital. D'où le plan d'achat d'action. Exactement, vous avez tout compris. Donc l'annonce que j'ai faite la semaine dernière, c'est que nous allions, à partir de maintenant, racheter les actions correspondant au plan d'actionnariat salarié. Ça fait combien à peu près? C'était en moyenne entre 1 et 2% par an. Donc on verra en fonction du succès des futurs plans. Mais ça permet d'éviter la dilution liée à l'émission d'actions pour les plans d'actionnariat salarié. Oui, et les hausses des dividendes. Parce que le titre Veolia... ça marche, ça va, c'est à peu près l'évolution du CAC 40, mais enfin, c'est pas un booster. Comment faire pour booster votre titre? C'est notamment en augmentant d'une manière assez forte votre dividende? L'augmentation du dividende, c'est une promesse que nous avons faite de faire évoluer le dividende en ligne avec la progression de résultats nets qui était de 15%, comme vous l'avez rappelé. Sur le cours de bourse, il a progressé de 25% depuis 2 ans. Donc quand on est patronne d'une entreprise, on cherche toujours à faire en sorte que ce soit encore plus. Et puis même la semaine dernière, si je prends juste à la suite et en anticipation des résultats, donc on a pris un peu plus de 5% et c'était significativement meilleur que le CAC. Quand est-ce que vous devenez PDG? Parce que c'est toutes les femmes du CAC 40, toutes et très nombreuses, vous êtes 3 ou 4 maintenant, vous êtes DG, comme Catherine McGregor d'Engie. Pourquoi vous n'êtes pas PDG? Comme souvent, Edwige Chevrillon, vous anticipez, puisque donc c'est un sujet qui sera évoqué, la gouvernance, en février 2026 pour Veolia. D'accord, donc vous deviendrez PDG en février 2026. N'anticipez pas les choses, je peux vous dire que sur l'année 2025, on a bien vu depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'attention à porter à pas mal de sujets. Merci beaucoup d'être venu ici à BFM Business. Merci Estelle Brachaloff, donc la directrice générale pour l'instant de Veolia. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.